Monsieur Carasson, à la procuration, Monsieur Girand. Monsieur Pinéo, à la procuration, Madame Marino. Monsieur Girand, Madame Marino. Monsieur Marino. Madame Montfort. Madame Portuel. Monsieur Roux-Francis. Monsieur Emery, à la procuration, Monsieur Charpin. Madame Métal. Monsieur Simon, à la procuration, Madame Nicole. Madame Arnaudine. Madame Charles. Monsieur Charrois. Monsieur Chouquet, à la procuration, Madame Arnaudine. Monsieur Masson. Madame Piquet. Madame Bouchera. Monsieur Capobianco, à la procuration, Madame Vincent. Madame Chénet. Monsieur Simon. Monsieur Collin. Monsieur Mansour. Monsieur Miniti. Madame Pagani Archolas. Madame Cinquin. Madame Torres, à la procuration, Madame Piquet. Madame Vincent. Monsieur Agatini. Madame Béliardo. Madame Laporte. Monsieur Rouxama. Madame Vialan. Monsieur Stasinus. Monsieur Rousseau. Monsieur Bénéventi. Madame Rousseau. Monsieur Vincent. Monsieur Balaquino. Madame Botos, à la procuration, Madame Espinas. Madame Espinas. Monsieur Roux. Monsieur Tonelli, à la procuration, Monsieur Roux. Monsieur Galère, à la procuration, Monsieur Falco. Madame Androssi. Monsieur Bonnefoy. Monsieur Bonnet. Monsieur Cabana. Monsieur Cazot. Madame Chambon. Monsieur Chenevard, à la procuration, Monsieur Descent-Sernin. Monsieur Charlton. Monsieur Descent-Sernin. Madame Vire. Monsieur Falco. Madame Genetelli, à la procuration, Monsieur Léonie. Madame Janvier. Monsieur Jérôme. Madame Jouy. Madame Dalec. Monsieur Léonie. Monsieur Leroy. Présent. Madame Lévy. Monsieur Malak. Monsieur Mascaro. Madame Merci. Madame Mondon. Monsieur Moreno. Madame Muscotti. Monsieur Navaran. Madame Pasquelissani, à la procuration, Madame Lire. Madame Pop. Madame Roussel. Monsieur Tanguy. Monsieur Tanguy. Madame Turbat. Et moi. Bien, mes chers collègues, on peut donc Madame la ministère. Merci. Je vais mettre en approbation le procès verbal de la séance du 23 février 2023, ainsi que le compte rendu des décisions métropolitaines prises de suite à cette séance. Mes chers collègues, qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient, ils sont donc adoptés. Je vous en remercie. Et je passe la parole à Ange Mousseau pour la première délibération. Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit du vote des taux de la fiscalité locale pour 2023. Donc, nous avons nos trois taxes habituelles, la taxe sur le foncier bâti qui est à 5%, la taxe sur le foncier non bâti qui est à 13%, la cotisation foncière des entreprises, la CFE qui est à 35 et 89%. Et cette année, on se doit de fixer le taux de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires qui était gelé de 2019 à 10,3% des entreprises. Donc, je vous propose cette année, pour 2023, de conserver, de maintenir les taux au montant fixé en 2022. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, nous voterons contre ces taux, principalement pour la partie de la taxe foncière. Pour rappel, l'année dernière, nous avons augmenté la taxe foncière de 25% en modifiant le taux, le passant de 4 à 5. L'effet escompté était de 6,5 millions d'euros et le poids par habitant déterminé était aux alentours de 20 euros. Nous avions dit, chacun a constaté sur sa feuille d'impôt, sur sa taxe foncière, en tout cas tous les propriétaires, que l'augmentation de la part métropolitaine a été bien supérieure. En maintenant ce taux de 5% cette année, l'impôt pour la part métropolitaine, la taxe foncière des propriétaires, ne sera pas constante. Elle va continuer à augmenter par l'évolution mécanique de l'augmentation des bases, assumée par l'État. C'est plus de 7% au moins qui sera appliqué sur la taxe foncière au bénéfice des caisses de la métropole. On peut discuter de la nécessité d'avoir des recettes
même l'exigence d'avoir des recettes fiscales pour investir, mais en y regardant bien, cette obligation qui nous est faite procède de deux éléments. Le premier, c'est le refus de l'État d'indexer sa DGF, les financements que l'État apporte à nos collectivités, d'indexer sa DGF sur l'inflation. Or, dans une période de forte inflation, les dépenses mécaniquement des collectivités comme celle de notre métropole ou celle de nos communes, eh bien, augmentent. L'État a refusé d'indexer cette DGF. Deuxième élément, c'est le choix, l'arbitrage de la métropole concernant ses recettes et ses dépenses. Et à ce titre, nous ne sommes pas d'accord pour que l'exclusivité de l'effort soit faite sur les propriétaires. En maintenant le taux augmenté l'année dernière, eh bien, nous allons augmenter encore l'impôt, la taxe foncière de nos administrés et des propriétaires. Il y a eu la suppression de la taxe d'habitation. On a présenté ça comme un bénéfice. Eh bien, si chacun y calcule, si chacun reprend, fait le bilan, dans tous les tableaux, dans tous nos budgets, le bénéfice soi-disant avancé n'en est jamais un pour les gens. Dans une période de crise sociale, de contestation, on peut en penser ce que l'on veut, le message que nous allons continuer à faire passer, c'est que rien ne change, et donc on quittera toujours au même, et bien toujours plus d'argent, sans changer, sans jamais rien changer. Ça me fait penser hier à celui qui, le journal de 13h, nous expliquait que de toutes les manières, étant élu, il fera toujours ce qu'il voudra. On pouvait discuter ensemble, c'est ce qu'on a fait à la notion de budget, de choix et d'orientation budgétaire différentes, parfois d'économie, parfois d'autres recettes fiscales. Mais là, sur ce maintien des taux, nous disons non, nous votons contre, parce que, encore une fois, il n'est pas juste que ce soit toujours au même de payer. Je vous remercie. Oui, M. Navarre, effectivement, nous avions augmenté d'un point la taxe foncière, ce qui nous a rapporté 6,5 millions d'euros. Je dois vous dire qu'on vient de passer des périodes particulières. Et on s'en ressent, d'ailleurs, les ménages, toutes les collectivités, quelles qu'elles soient, s'en ressentent également. Ne serait-ce que pour l'électricité, on a vu notre facture métropolitaine augmenter de 7 millions d'euros. La crise de Covid nous a coûté 20 millions d'euros. L'inflation que nous supportons, comme tous les ménages, comme toutes les collectivités, nous coûte 8 millions d'euros. Vous voyez qu'on est loin des 6 millions et demi d'euros que nous a ramené l'augmentation d'un point de la taxe foncière. Avec cette augmentation, le taux de taxe foncière en Provence-Méditerranée, c'est le 12e taux des 22 grandes métropoles françaises. On n'est pas dans l'exagération, on est dans la moyenne des métropoles françaises. Et c'est le 22e taux des intercommunalités des 42 villes de plus de 100 000 habitants. Donc vous voyez que l'augmentation qu'il était indispensable de faire, de toute manière, nous avons subi le Covid, nous subissons les hausses. Et on n'est pas au bout de nos surprises, croyez-moi. Donc, ça nous a apporté l'augmentation d'un point de la taxe foncière à 6,5 millions d'euros. À la sortie, la crise nous coûte près de 40 millions d'euros. Voilà. Il faut bien qu'on continue à investir, c'est ce que nous faisons. Il faut bien qu'on continue à tenir notre territoire, à en faire un territoire attractif. Il y a le social, il y a l'économie, il y a la culture, il y a la vie des gens qu'il faut maintenir à niveau. C'est pas de gaieté de cœur que nous avons augmenté d'un point notre taxe foncière. C'est parce que nous étions vraiment obligés de le faire. Voilà. Ou alors on régressait durement. Voilà. C'est une décision que nous avons prise. Nous l'assumons totalement. Et vous voyez que malgré cette augmentation, on est dans un taux moyen comparé aux grandes métropoles françaises. Voilà.
Cette année, les nouvelles n'ont pas été. Après, vous votez contre, c'est votre droit. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pas d'autres interventions? Je vous en remercie. Je vais mettre au voie cette délibération. Le maintien des taux tels qu'un jeu de sous vous les a présentés, c'est-à-dire la taxe sur le foncier bâti à 7%, la taxe sur le non bâti à 13%, la contribution à 35,9%. Qui est favorable, mes chers collègues? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Ils sont adoptés, elle est adoptée, la délibération, et je vous en remercie. Je vous poursuis. Monsieur le Président, chers collègues, il s'agit du vote du montant de la taxe GEMAPI, la gestion des nuages aquatiques et prévention des inondations pour 2023. Depuis 2018, date de sa création, nous avons fixé son montant à 4,7 millions d'euros, ce qui correspond en moyenne à 11 euros par habitant, alors que le plafond légal est fixé à 40 euros. Je vous propose donc de maintenir ce montant de 4,7 millions d'euros. La taxe GEMAPI est quelque chose d'important et d'essentiel. Il faut savoir que là aussi, vous savez, nous sommes très en deçà de tout ce qui se pratique sur l'ensemble du département. Dans des communautés de communes, l'agglomération, elle est à 40%, à 23%, à 19%, à 15%, à 4%, Cœur du Nord qui est la plus basse. Nous sommes la deuxième taxe GEMAPI la plus basse. Et vous le savez, elle génère des investissements qui sont tous programmés dans l'année. Voilà. Donc, je reviens sur la taxe foncière également. Je vais vous donner quelques taux de grande ville. Nice est à 6,40, nous sommes à 5%. Toulouse est à 13,20, nous sommes à 5%. Nantes est à 6,41, nous sommes à 5%. Nancy est à 8,89, nous sommes à 5%. Vous voyez que le taux que nous avons est quand même un taux moyen par rapport à bien d'autres grandes villes ou grandes métropoles françaises. Pour la GEMAPI qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient, elle est adoptée. Je vous en remercie. Tu poursuis, Michel. Oui, il s'agit du lissage de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. On va voter les taux pour 2023. En fait, nous avons prévu de lisser en 2021 sur une période de 6 ans en 2 zones, de manière à ce que sur les 2 zones, nous ayons les mêmes taux, un taux par zone. La première zone, c'est Toulon, hier, la Seine. La deuxième, c'est Carqueiranne, la Clos, la Garde, le Pradé, la Valette, le Revès, Sifour, Oliou et Saint-Mandrier. En ce qui concerne la première zone, Toulon, pour 2023, sera fixée à 11,86, hier, le Palmier à 12,21, la Seine-sur-Mer à 11,29. En ce qui concerne la zone 2, Carqueiranne à 12,64, la Clos à 13,84, la Garde à 9,55, le Pradé à 10,98, la Valette à 8,68, le Revès à 13,78, Sifour à 8,80, Oliou à 9,71, Saint-Mandrier à 8,57. Le lissage nous permettra d'arriver à 2027 sur une taxe d'enlèvement unique sur les 2 zones. Il y a les 3 grandes villes, après il y a les autres villes, qui est normal, pas le même nombre d'habitants. Donc la zone 1, on voudrait arriver en 2027 avec une taxe à 11,82%. Et pour la zone 2, on souhaiterait arriver en 2027 à une taxe unique à 9,93%. Donc chaque année, on progresse vers ce lissage-là qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient. Elle est adoptée et je vous en remercie. Tu poursuis, Roger. Il s'agit de l'approbation du compte de gestion 2021. Pas le compte de gestion 2022, c'est le compte de gestion 2021 que l'on doit approuver en 2023. Ce compte de gestion du comptable et correspond exactement à toutes les écritures à celles du compte administratif 2021 de l'audit du compte. Avant de mettre cette déclaration au code, je ne sais pas, je ne pas vu derrière. Il n'y a pas si de comptable et cette salle, je lui demande de sortir.
Et s'il n'est pas, je vais la mettre au voie, mes chers collègues, qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient, elle est adoptée. Je vous en remercie. Tu poursuis, Ange. Il s'agit de l'approbation du compte administratif de 2021, c'est partenariat du tourisme. Donc, le résultat de l'exercice 2021 présente au titre de la section d'investissement un déficit de 49 190,90 € et au titre de la section d'exploitation un excédent de 944 283,52 €. Le résultat cumulé de l'exercice 2021 présente donc au titre de la section d'investissement un résultat cumulé de clôture de 630 207,38 € et au titre de la section d'exploitation un résultat cumulé de clôture de 2 898 673,67 €. Qui est favorable, mes chers collègues, qui est défavorable, qui s'abstient, il est adopté. Je vous remercie. Monsieur Berger. Il s'agit d'approuver le budget politique 2023 de l'Office intercommunal de tourisme. Pour la section de fonctionnement, il s'équilibre à 6 811 000 € et pour la section d'investissement à 138 163 €. Mes chers collègues, pas de remarques, je la mets au voie. Qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient, elle est adoptée. Je vous en remercie. Il s'agit d'un sujet actuel du budget annexe des transports, donc la concession d'obligation de service public pour la l'exploitation de services transports terrestres et maritimes aux voyageurs de la métropole par l'arrivée à compter du 1er mai 2023 et compte tenu de la réglementation du changement de délégataire et des conditions tarifaires et financières de ce contrat, il est nécessaire d'assujettir à la TVA le budget annexe transport. Qui est favorable, mes chers collègues, qui est défavorable, qui s'abstient, elle est adoptée. Je vous en remercie. Tu poursuis sur le dossier qui je connais très bien. Il s'agit de la mise à jour des crédits de paiement de l'autorisation de programme pour l'opération de mise à niveau et le comportement du barrage de l'Ardèche au Nord-Est. En fait, cette mise à jour n'a aucune incidence sur le montant ni sur la durée de l'autorisation de programme. Il s'agit simplement de la clarification budgétaire des écritures comptables liées à l'avance budgétaire nécessaire au traitement des décomptes généraux et définitifs des voeux 1 et 2 en période de travaux de clôture budgétaire de fin d'année 2022. Qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient, elle est adoptée. Je vous en remercie. Tu poursuis. Il s'agit de la mise à jour des crédits de paiement de l'autorisation de programme 2020-2024 relative à la collection électrique des navires à quai du port de Toulon-Côte d'Azur. Ces modifications sont sans incidence sur le montant total de l'autorisation de programme. En fait, ce sont des chiffres qui sont modifiés en fonction des années, mais le délai reste le même et le montant reste le même à 20 635 000 €. Et les travaux avancent bien. L'usine qui va fabriquer cette électricité, l'usine pour vraiment la complexité, elle seule justifie ce modèle de plus de qui est favorable, défavorable, abstention, il est adopté. Oui. Certains me disent oui, mais c'est long. S'imagine qu'on va mettre une prise et qu'on va brancher le bateau, construire une véritable usine qui transforme l'électricité pour que les bateaux puissent se brancher. C'est vraiment une technicité énorme. Allez, tu poursuis avec la 10. Une actualisation de l'autorisation de programme relative au PLH. En fait, il s'agit d'annuler et remplacer la délibération numéro 22-12-367 du 15 décembre 2022 en raison d'une erreur matérielle relative au montant des mandats réalisés en 2022. Sur l'ensemble des mandats au service de la ville, il arrive qu'il y ait des erreurs matérielles, c'est le cas, en rectifié, qui est favorable, défavorable, abstention, c'est adopté. Allez, la 11. C'est la délibération modificative numéro 1 du budget annexe du plan port de commerce. En fait, on met à jour le budget par rapport à la modification des autorisations de programme, l'électrification des quais, et ça concerne un peu l'investissement. Et en 2023, la BM s'équilibre à 6 252 052 €. En fait, on augmente la tranche de travaux en 2023. Qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient, qui est adopté, je vous en remercie.
La suivante. D'attribuer un fonds de concours à la ville de la Garde pour travaux de confortement de la crête de la paroi du site remarquable de la falaise de Massacan, la phase 2. Le total de l'opération s'élève à 2 495 186 euros et une part participation du fonds d'armée pour 1 197 189 euros, une part de la région sud pour 125 000 euros, une part du département pour 225 000 euros et notre participation TPL pour 440 000 euros. Le monsieur du comptable de Falaise de Massacan, oui, on a parlé très souvent. Tu as demandé la parole? Ça va? Tu peux rester là? C'est ça? Oui, tu peux rester là. Oui, tu fais très bien. Non mais, vaut mieux. Oh là là. Non. Tu fais bien de vérifier, de la vérifier. Voilà. Bien. Je vais mettre au voie cette délibération qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient. Elle est adoptée et je vous en remercie. La suivante, l'actualisation du tableau des effectifs. Oui, en fait, sur le mise à jour et l'actualiser, pour tenir compte de la suppression de l'emploi non pourvu, bien sûr, elle est l'avis favorable du CST rendu le 3 mars 2023, des besoins liés à l'évolution de la métropole, de besoins spécifiques au sein du conservatoire, et il est nécessaire de disposer des compétences en la matière, notamment de l'emploi de chargé de mission en études d'ouvrages spécialisés naturels, de chargé de relation avec les clubs de la programmation événementielle du palais des sports, de chargé de mission environnement, de 3 rédacteurs marché public, procédure formalisée et mandat supérieur à 90 000 euros, de chargé d'opération immobilière, de chargé de mission enquête mobilité et prospective, de chef de service coordination budgétaire administrative et d'enseignants de discipline saxophone. Ainsi, le tableau des effectifs sera mis à jour, qui est favorable. Et favorable à l'abstention. Il est adopté et je vous en remercie. Toujours pour le rapport social unique. Oui, présentation du rapport social unique, vous avez reçu, en fait, RSU est établi entre objectifs thématiques, l'emploi, le recrutement, les parcours professionnels, les rémunérations, le dialogue social, la formation, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est l'outil de référence pour apprécier issu de la situation de l'emploi de collectivité. Il a été présenté au membre du comité social territorial le 3 mars dernier et il est proposé de prendre acte de la présentation du rapport social unique 2021. On a toujours en retard des années, en fonction des données qui nous sont fournies par Transilc. Alors, remarque, mes chers collègues, je le mets au. Alors, il est proposé de prendre acte de ce rapport, mais chaque fois je vais voter pour qu'on puisse approuver qu'on a pris acte. La plus approuvé qu'on a pris acte, favorable. Bien. Allez, je vous en remercie. La création des emplois saisonniers 2023. Nous allons arriver à la préparation de l'été. Vous voulez comme chaque année vous créez des emplois saisonniers et vous avez le tableau annexé au politique général. Qui est favorable, mes chers collègues. Qui est défavorable, qui s'abstient, elle est adoptée. Je vous en remercie. La 16. Le forfait mobilité durable, on a pris la décision le 16 décembre 2021 par le versement d'une indemnité 150 € par an, dès lors que les agents attestent qui ont réalisé ces trajets en moyenne d'un de ces modes de déplacement doux pendant un minimum de 100 € par an, c'était soit le covoiturage, soit le vélo. Le décret du 13 novembre 2022 est un dispositif de forfait mobilité durable. Il est proposé de faire bénéficier les agents de la métropole de ces nouvelles modalités d'éligibilité au forfait mobilité durable dans les conditions suivantes: prise en compte de nouveaux modes de déplacement ouvert par le décret, l'éligibilité des agents contractuels par privé, possibilité de plus le versement de la participation au frais de transport et la prise en compte du nouveau seuil de 32 jours avec un versement annuel correspondant à 20 € lorsque le nombre de déplacements de 30 à 50 jours par année, 50 € lorsque le nombre de déplacements de 60 à 95 jours et toujours 150 € lorsque le nombre de déplacements est au moins 100 jours. Favorable, qui est
défavorable, défavorable, abstention. Elle est adoptée et je vous en remercie. 27. L'élimination obligatoire auprès de la ville de les familles sur le remboursement des frais engagés pour les agents métropolitains liés aux accidents du travail et à la vie professionnelle reconnue imputable intervenue avant le transfert des agents à la métropole. C'est un accord avec la ville d'Hier et donc il convient de solliciter la ville d'Hier pour le remboursement des sommes engagées par la métropole pour un montant de 134 167,52 € pour la période du 1er janvier 2019 au 28 juin 2022. Chers collègues, pas la remarque. Cela a été négocié avec la ministère, qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous en remercie. Allez. 28. Il s'agit d'un amendement numéro de la Convention d'occupation temporaire pour le public militaire, constitutif de droit réel de novembre 2004 par le ministère des Armées, comme par les Sports. Il s'agit d'acter le changement de bénéficiaire au profit de la métropole de concurrence méditerranée en lieu et place du département. Et c'est pour régulariser la diminution de la surface mise à disposition de 187,52 m suite au déplacement de la clôture située entre le terrain de sport militaire et le parking du Palais des Escoches, ce qui porte la surface à 24 291,50 m. On se doit de passer ces délibérations pour déplacer la clôture. C'est ainsi qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient. Elle est adoptée et je vous en remercie. La suivante. Il s'agit de donner un avis sur une demande de remise gracieuse déposée par le comptable suite au jugement de la Chambre régionale des comptes du 29 décembre 2022. Au terme d'un prononcé de la Chambre régionale des comptes du 9 décembre 2022, le comptable public du syndicat intercommunal de l'alimentation en eau des communes de la région Est de Toulon a été mis en DB à 52 016,36 € pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017. Le comptable a sollicité de manière à bloquer une remise gracieuse de ce DB qui nécessite l'avis de l'Assemblée délibérante au motif que la mission d'ingénierie confiée à l'interne et validée par délibération du syndicat a bien été réalisée et qu'en tout état de cause, la métropole, dans l'intervalle s'est transférée à la conséquence, ne subit pas le moins préjudice financier de ce fait. Je vous propose donc d'émettre un avis favorable sur la demande de remise gracieuse présentée par le trésorier du CAE, dissous au moment du transfert de la compétence à la métropole. Nous suivons cet avis, mes chers collègues, qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient. Elle est adoptée et je vous en remercie. Nathalie, Madame le maire de la ville de la Seine, à vous. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, l'Université de Toulon organise le renouvellement du Conseil de la faculté de droit. Outre l'élection des représentants des personnels et des usagers, un collège est constitué des personnalités extérieures, telles que vues par le Code de l'éducation nationale et les statuts de l'Université de Lyon. Il était demandé à la métropole de désigner 2 représentants, un titulaire et son suppléant, de sexe masculin, au Conseil de la faculté de droit au titre des personnalités extérieures. Les candidatures proposées sont celles de Mohamed Mahali en tant que représentant titulaire et de M. Robert Cavana en tant que suppléant. Il est proposé de procéder à un vote à main levée, comme l'autorise l'article du Code général des collectivités territoriales en cas d'accord à l'unanimité des dispositions. Monsieur Mahali et M. Cavana sont sortis de la salle. 2. Est-ce que vous autorisez à faire pratiquer le vote à main levée? À l'avis contraire. Donc, qui est favorable? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Ils sont désignés et je vous en remercie. On a les faire un peu. Avec pas les banques. Pour la délibération suivante, le choix du délégataire au service du collègue de musée sur le territoire de la Cour, je passe la parole à M. Cavana. Merci, M. le Président. Il s'agit justement de délégataire au service du collègue du musée sur la Cour et avec une petite extension sur le quartier de Maraval à Saunier-Sport. C'est un contrat qui prend effet au 2 juillet 2023 jusqu'au 31 août 2028.
pour un chiffre d'affaires estimé de 1 720 846 €. Et au terme de la négociation, l'offre du candidat à la compagnie des eaux et de l'Odon est la meilleure offre au regard de l'avantage économique global de l'autorité concédante. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous savons que nous serons tous soumis à des pénuries d'eau de plus en plus importantes. La réutilisation des eaux traitées va devenir primordiale. Dans des communes comme la Croix, elle pourrait par exemple servir à l'irrigation. Si la métropole reprenait en main par la gestion publique des services autour de l'eau, les profits pourraient peut-être servir à préparer cet avenir au lieu de servir aux intérêts privés. Voilà votre opinion à tout le monde commun. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Pas de remarques, mes chers collègues, je mets au voie cette délibération qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient. Elle est adoptée et je vous en remercie. Que poursuivre? À la suite de la décision de M. Giovanni, il a dû procéder à son remplacement au sein de la commission culture et patrimoine. Il voulait proposer la candidature de M. Charlois et si tout le monde est d'accord pour procéder à cette désignation en fin de temps. Je vous en remercie. Nous changeons de personne qui est dans l'opposition pour une personne qui est dans l'opposition, c'est la règle d'équilibre. Qui est la 23, c'est Ange qui revient. Il s'agit de l'adoption des droits de scolarité et vocation d'instruments pour le conservatoire. Il convient pour l'année scolaire 2023-2024 d'actualiser et réajuster les montants des droits de scolarité, de vérifier l'application, le droit et conditions de vocation et de prix d'instruments en adéquation avec la mise à jour du règlement des études à la rentrée 2023-2024. Chers collègues du conservatoire, marche très bien. Combien de disciplines? 75 disciplines, près de 5000 élèves sur l'ensemble de notre territoire. Je crois une réussite. Qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient, c'est adopté et je vous en remercie. Monsieur le Président Masson, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Il s'agit d'ajuster le règlement intérieur du Fonds d'aide aux jeunes qui est en place depuis un tout petit peu plus de 3 ans suite à son transfert du conseil départemental à la métropole pour, bien sûr, les jeunes de la métropole. Et donc, parmi les modifications, je souligne le fait de pouvoir prendre en charge les jeunes de 18 jusqu'à l'âge de 26 ans. Donc, c'est une modification par rapport à l'ancien règlement. Merci. Qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient, c'est adopté. Je vous en remercie. À vous. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est la Convention territoriale de loi métropolitaine, ainsi MTPM et la CAP du Var souhaitent conjuguer leurs efforts à renforcer leur collaboration au travers de la signature d'une convention territoriale de loi métropolitaine pour une durée de 4 ans, soit l'année du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. Comme vous le savez, le partenaire important et essentiel et sur ces transactions obtenues d'habiter à l'amélioration de la relation envisagée du côté des charges sociales participe activement à nos côtés. Qui est favorable, mes chers collègues, qui est défavorable, qui s'abstient, c'est adopté et je vous en remercie. Je repasse la parole à M. Cabanel. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Il s'agit de prolonger le partenariat pour la période 2023-2025 avec le département dans le cadre de l'Observatoire départemental de l'habitat. En même temps, il convient de désigner un représentant de la métropole ainsi que son suppléant au sein de cette instance et vous déproposer Mme Marino et Mme Rousseau. Là encore, si tout le monde est d'accord, on peut procéder à cette désignation en main levée. Pas de remarques, mes chers collègues. Je mets au voie
cette délibération avec la désignation de Madame Marino Lige en tant que titulaire et Madame Delphine Rousseau en tant que suppléant. Il faut, avant de procéder au vote, je vais... Non, je crois qu'elles sortent. Elles sont sorties. Je m'en inquiète. Qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient, c'est adopté. Je vous en remercie. Il est demandé à Mme Marino et à Mme Rousseau de réintégrer leur place et je donne la parole à Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Il s'agit en fait, suite à l'article 76 de la loi de programmation de finances de 2023, il s'agit d'instaurer, comme dans la loi, une taxe de séjour additionnelle régionale d'État qui s'impose à 3 départements dans la région, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Var. Donc l'idée c'est en fait d'avoir une taxe additionnelle à hauteur de 34% qui va s'ajouter à la taxe de séjour qui a été votée l'année dernière en délibération lors du Conseil métropolitain, qui s'ajoute à la taxe additionnelle du département qui va donc pour aider le tourisme au titre de la compétence du département, et cette taxe va être reversée à la société qui va s'occuper de gérer les infrastructures de la prochaine LGV. Voilà, ces taxes récoltées par la métropole et restituées d'une part au département et d'autre part à ces entreprises locales qui s'occupent de l'infrastructure LGV. Voilà, Monsieur le Président. chers collègues, c'est l'application de la loi. De manière, on est contraint d'appliquer la loi. Oui, pardon. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Vous écoutez M. Stassinos. Aider au tourisme. Alors, je ne suis pas sûr que d'instaurer une augmentation de taxes pour les touristes aide au tourisme. La ligne nouvelle, c'est un vieux projet. Historiquement, c'est la grande vitesse Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour la transformer en ligne nouvelle, c'est un gros budget et beaucoup des travaux sont nécessaires. On le sait, l'amélioration de ce qu'on appelle maintenant communément le train du quotidien est nécessaire. L'amélioration de l'accès à nos gares, la fluidité du trafic, c'est nécessaire. Mais il y a toujours une obsession dans ce projet qui est celui de faire de la grande vitesse. Et donc, on va faire peser sur les touristes, par l'intermédiaire de l'augmentation de 34% de la taxe de séjour, sur nos entreprises, puisque cette même loi de finances, c'est l'application de la loi, je l'entends, mais cette même loi de finances, elle prévoit aussi une taxe additionnelle sur les bureaux et les locaux professionnels. On va donc faire payer par le levier fiscal les touristes et les entreprises pour payer une petite partie de la grande vitesse. Parce que dans ces financements, le train du quotidien est garanti. On a déjà les financements pour le train du quotidien. On a déjà les budgets. Et c'est du rôle de l'État d'aller trouver les financements. Ce n'est pas le rôle de nos collectivités locales d'assurer le financement des voies de chemin de fer. C'est pourtant ce que l'on nous demande de faire en partie, puisque je rappelle qu'on finance aussi directement la nouvelle, et puis indirectement en prélevant une taxe de séjour complémentaire que l'on va reverser à cette structure. Je ne crois pas que ça aidera au tourisme. Je ne crois pas que la nécessité du train du quotidien et de l'évolution de ce train du quotidien doivent se soumettre à l'obsession de la grande vitesse pour gagner, pour un Toulonnais ou pour quelqu'un de notre métropole, 5-10 minutes de temps de transport entre Toulon et Paris. Parce que les TER n'iront pas vite, eux, mais c'est juste gagner 10 minutes entre Toulon et Paris qui devrait justifier de trouver encore plus d'argent par l'intermédiaire du levier fiscal pour se payer la grande vitesse. Il y a d'autres responsables de collectivités qui se lèvent contre ces taxes, contre ce levier fiscal. Il y a les syndicats d'hôteliers qui se lèvent aussi contre ce levier fiscal.
Alors si telle est l'application de la loi, soit, mais nous avons voté contre cette loi de finances et nous refuserons de participer favorablement à l'instauration de cette taxe complémentaire, encore une fois, qui ne se justifie pas au titre de la grande vitesse. Le train du quotidien, l'amélioration du TER, l'amélioration des nœuds ferroviaires autour de nos agglomérations et de nos métropoles est déjà financée. Cette taxe complémentaire, c'est pour la folie de la grande vitesse et pour la refusons. Je vais te passer la parole. C'est une loi. Annoncer la sanction ou l'appliquons. 2, il faut relativiser. Il faut savoir que l'augmentation qui est proposée et qui va s'appliquer dans nos différentes structures hôtelières sur les personnes qui vont venir dans ces hôtels du tourisme, je vous en donne le pourcentage. Pour un hôtel 5 étoiles, l'augmentation de 34% représente par personne 0,79 €. 0,79 €. Dans un hôtel 4 étoiles, elle représente 0,64 €. Pour un hôtel de tourisme 3 étoiles, qui est la norme moyenne que nous avons sur notre territoire, elle représente une augmentation de 0,44 centimes d'euros. Pour un hôtel 2 étoiles, elle représente une augmentation pour la personne qui est pas dans ces hôtels, une augmentation de 0,31 centimes d'euros. Voilà, ça c'est déjà, je parle de 14%, ça c'est lourd. Voilà la réalité à l'euro. D'autre part, bon, il n'y a pas que la ligne à grande vitesse. Voilà les aménagements qui seront réalisés avec ce produit sur notre réseau express métropolitain ou le RER autonomé. Entre 2024 et 2030, il va y avoir un aménagement de l'origine terminus à l'est de Toulon en gare de Carmou, la création de l'origine de terminus à l'ouest de Toulon en gare de Saint-Cyr, et l'équilibre dépasse notre métropole, mais quelque part le tourisme, il peut y avoir des touristes à Carmou qui partent dans le centre-var magnifique, ou le var merveilleux. La création de terminus à Saint-Cyr est une bonne chose également. La création de la dénivellation de la bifurcation de la commune par passage d'un terrier de la voie guerre sous la ligne Marseille-Ventimille. L'aménagement à 4 voies à quai à gare de la Pauline. La phase de travaux sur la métropole pourrait débuter dès 2025. Voilà, après. Il y aura certes la ligne à grande vitesse, mais ces améliorations vont bénéficier, je le pense, à la métropole et au Var. Chers collègues, qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient, elle est à vous vouliez. Allez-y, vous avez la possibilité de. Ça ne modifiera pas le vote. Je vous remercie, mais juste on se rappelle que le projet c'est 3,5 milliards qui sont déjà en grande partie financés, y compris d'abord prioritairement pour ces aménagements-là, et qu'en fait cette taxe complémentaire qui est censée rapporter 40 millions, c'est selon nous une taxe qui n'est pas utile. Encore une fois, tous ces aménagements sont bien nécessaires et il y a, c'est le rôle de l'État, déjà des contributions de nos collectivités qui financent cela. Notre métropole met la main à la poche pour financer cela. Là, aller chercher 40 millions dans la poche des touristes et puis aller chercher aussi dans la poche de nos entreprises pour uniquement la partie grande vitesse, c'est pour nous totalement superflu. Encore une fois, les aménagements ils sont financés déjà par les impôts de notre collectivité au titre de ce que la métropole va apporter au beau
dans les travaux, les 3,5 milliards d'euros sont en grande partie, en immense partie financés, et toujours par nos impôts. Rajouter cette taxe était à nos yeux vraiment inutile au titre juste de la compétence. Merci. De manière ou d'une autre, c'est toujours le contribuable qui faut expliquer. C'est comptable et tous les qui viennent, on demanderait une contribution supplémentaire à la métropole, aux communes, au département, c'est clair. Hervé. Oui, je crois que l'essentiel, Monsieur le Président, vous avez répondu à l'essentiel. Juste effectivement pour répondre à cette taxe et la base qui est en même temps, ils vont quand même utiliser un certain nombre d'infrastructures ferroviaires. L'idée, c'est de créer de l'attractivité en rendant la métropole, mais pas seulement la métropole, plusieurs villes, ça a été évoqué, plusieurs villes du département encore plus accessibles. Et on voit dans certaines régions des LGV, des TGV, des lignes de TGV qui sont mises en place, qui ont participé au développement touristique de ces régions. C'est vraiment l'objectif de nos territoires au sens large et au territoire régional, territoire métropolitain, territoire départemental. L'idée, c'est bien de favoriser le tourisme. Quelque part, je trouve que c'est normal que l'usager qui peut être le touriste en paye aussi une partie. Je note d'ailleurs que dans l'immigration 42, tout à l'heure qui sera présentée par Jean Vincent, qui a parlé d'un cofinancement, et on voit que toutes les collectivités sont parties prenantes de ce financement de l'EGV. Ça veut dire qu'il y a un intérêt d'aménagement des territoires, surtout pour favoriser cette mise en place, pour favoriser ce maillage de la LGV et au-delà, comme c'est évoqué, des TER et toutes les lignes ferroviaires. On est dans une période où le développement durable n'a jamais été aussi prégnant. On a bien la sensation tous qu'il faut développer ce mode de transport au titre de plusieurs modes de déplacement. Et on est vraiment dans cette logique. Et moi, je trouve ça assez naturel. Après, c'est un débat plus national que métropolitain. Moi, je trouve ça assez naturel de faire participer à la marge les touristes qui vont dans notre territoire. Nous sommes le premier département touristique de France. Nous recevons plus de 12 millions de touristes par an. C'est le maire de la ville de Liège. Monsieur le Président, c'est la loi, on va l'appliquer. Peut-être quand même un petit commentaire sur la distraction éventuelle des parlementaires. Est-ce que le taux doit être le même dans les 3 départements? Je crois comprendre quand même que la volonté, c'est d'accélérer les transitions entre Marseille et Nice. On est au milieu, mais peut-être qu'un taux unique pour les 3 départements pourrait faire l'objet d'une réflexion. Ou la réflexion, on n'a pas compris nécessaire, c'est qu'on fait payer les corps. Alors, la démonstration de M. Stassinos était pertinente, il disait ça permet sur le continent d'aller plus vite d'une ville à l'autre. Mais si on fait payer les corps, je ne vois pas comment un continent est trompeuse. On passe par la même. Et ça risque d'être parfois un peu mal compris. Je voulais faire cette remarque. C'est dommage quand même que y compris les ports des communes, tous les ports d'ailleurs, qu'ils soient non métropolitains, devront verser une taxe pour la ligne à grande vitesse sur le territoire, au limite du paradoxe. Et du train, bateau. De toute manière, pour regretter que ce soit gagné à contribution. Voilà. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, quand on demande l'augmentation minime de la taxe foncière, il faut faire face à tous ces problèmes-là. Et nous essayons d'y faire face d'une manière équilibrée entre le fonctionnement et l'investissement. Continuer à équiper, maintenir, investir, c'est quand même une priorité. Et pour l'instant, la crise n'impacte pas sur la métropole cette volonté-là. Voilà. Autrement, on ferait subir aux citoyens la double peine si on ne continuait pas à les aider. À travers chacun des 12 maires qui continuent à faire avancer leur commune. Avec nos partenaires, le département, la région, sont toujours présents et qui, sans eux, serait difficile aussi d'avancer. Voilà. Qui est favorable, mes chers collègues? Qui est défavorable, qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous en remercie. La suivante,
Monsieur le Président, mes chers collègues, le département du Var souhaite réaliser un centre de l'enfance à l'Accro. Pour ce faire, il convient aujourd'hui de restituer à la commune de l'Accro des parcelles en fait, qui ont été, sur lesquelles on a travaillé avec les métropoles pour essayer de la rendre propre à l'horticulture. Et ça a beaucoup de difficultés, autant la zone sud marche, autant la zone nord ne fonctionne pas, on n'arrive pas à rendre cette terre fiable et viable pour l'horticulture. Donc il est proposé aujourd'hui de restituer ces parcelles à la commune pour que ce projet de centre de l'enfance puisse voir le jour sur le territoire de l'Accro. Alors, mes chers collègues, on restitue ces terres à la commune de l'Accro qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient, c'est adopté et je vous en remercie. Robert, je reprends. Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit d'adhérer à l'association d'urgence cyber CECIRT de Région Sud, dans le but d'apporter un premier niveau de réponse aux incidents cyber rencontrés, aussi bien par les petites et moyennes entreprises que par les collectivités, sachant que pour les 3 premières années, il n'y a pas de cotisation attendue des membres, ici bien le financement assuré au niveau central, et en même temps, il convient de désigner un représentant politique son suppléant. Il vous est proposé M. Stassinos et M. Charon. Si tout le monde en est d'accord, nous pouvons procéder à cette désignation à main levée. Effectivement, M. Stassinos et M. Charon veulent sortir. Vous avez la parole. Merci, pas de problème pour le vote à main levée. On a eu beaucoup d'échanges en commission autour de cette thématique, qui est une thématique très importante. Et je remercie d'ailleurs le président de la commission, Hervé Stassinos, d'avoir reporté le vote sur cette délibération pour avoir les éléments complémentaires et bien délibérer sur un projet complet. Donc encore merci, une fois n'est pas coutume. Un trou dans la raquette simplement, toute la commission en a eu largement conscience. Donc c'est vrai que c'est l'évolution vers laquelle nous devons bien travailler, c'est celle que cette structure à laquelle on va confier la responsabilité à notre ancien préfet maritime doit surtout venir agir sur les nuits et les week-ends, puisque on le sait qu'en termes de menaces cyber, pour nos collectivités, alors certaines sont quand même mieux assurées que d'autres, puisque pour beaucoup de collectivités, il y a quand même un service de surveillance et de protection, y compris les soirs et les week-ends, mais beaucoup pour nos PME. C'est vrai qu'il y a ce trou dans la raquette de cette structure qui pourrait servir de numéro d'urgence, n'est pas prévu pour l'instant, peut fonctionner les nuits et les week-ends. Donc c'est vrai que c'est tout le travail qui sera aussi emmené à faire. C'est une bonne évolution, c'est une étape très importante. Mais donc c'est vrai que cette évolution, et on a tous convenu, qui sera à apporter sous la responsabilité de l'ancien préfet maritime qui maîtrise, je crois, relativement bien ces sujets-là, et bien sera tout le bénéfice. Je crois que la contribution que nous serons peut-être dans 3 ans emmenés aussi à apporter sera pour le coup un investissement, une dotation qui ne souffrira pas de discussion, puisqu'on le sait, si on veut un territoire qui puisse continuer son développement et son attractivité, il faudra aussi répondre à cette question terrible qui est celle de protéger les attaques. On est tous, à titre individuel ou à titre collectif dans nos entreprises, nos collectivités, soumis à des attaques de plus en plus violentes, de plus en plus sournoises, et donc tout ce qui sera fait pour pouvoir apporter de l'assistance est toujours une très bonne chose. Je vous remercie. Oui, on était obligé de rien. Je crois qu'un adhérent de cette association offre un service plus d'entreprise, car effectivement, la sécurité informatique de priorité aujourd'hui est nulle et à l'abri d'une attaque, quelle qu'elle soit. Bien, mes chers collègues, je vais donc mettre au voie cette délibération et les désignations d'Hervé Stassinos et d'Henri Charton, qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient, elle est adoptée et je vous en remercie. Robert, cette délibération vise à remplacer M. Turbano à la commission d'innovation, enseignement supérieur et recherche. Je vous ai proposé la candidature de M. Charrois. Et si tout le monde est d'accord, vous procédez par un vote à main levée. Je ne sais pas si M. Charrois doit sortir. Non.
Elle est adoptée. Nous vous en remercions. Nous en remercions. Pour la suivante, je vais demander à M. Laurent Monnet et à M. Arnaud Lati de ne pas prendre le vote et de sortir de la salle. Les sportifs sortent d'un pas décidé. Allez, Robert. Après avoir créé la conférence régionale du sport, l'État souhaite désormais créer la conférence des financeurs, qui est une instance qui est chargée de mettre en avis sur les projets d'investissement et les projets de fonctionnement qui lui sont soumis. Et dans ce cadre, il nous est proposé, pour la conférence régionale du sport, de désigner messieurs Laurent Monnet et Arnaud Lati. Là aussi, tout le monde est d'accord pour procéder par l'un le. On peut alors voir un contraire qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient, qui sont désignés et les adoptés. Oula, il n'y a pas d'attaque informatique. M'inquiète. Je suis inquiet pour tout. Je vais passer la parole à Gilles. Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit de l'approbation de la création des établissements d'agence régionale de la biodiversité et de l'environnement de notre région. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un syndicat mixte qui ont regroupé l'agence régionale pour l'environnement, donc l'ARP, et une agence régionale pour la biodiversité qui était l'ARB. Donc il est proposé par la région, en lien avec ses partenaires, de renforcer et élargir la gouvernance de l'agence régionale pour l'environnement et de l'agence régionale de la biodiversité en créant un établissement public de coopération environnementale par transformation du syndicat mixte existant. Donc il y a la région, l'Office français de la biodiversité, l'État, le département de Vaucluse, celui des Alpes et de Haute-Provence, la métropole Nice-Côte d'Azur, notre métropole et la communauté d'agglomération du Port-Avignon. L'objectif, c'est d'accroître et d'améliorer les connaissances sur l'environnement, leur diffusion, la sensibilisation et l'information du public et d'apporter le concours scientifique et technique au pouvoir public et d'assurer la conservation des espèces ou la mise en place d'actions visant à préserver la biodiversité et restaurer le milieu naturel. Donc, compte tenu des espaces naturels que nous avons, notamment sur les sacs salins, il nous est apparu important d'intégrer à cette nouvelle structure. S'il n'y a pas d'avis contraire, je vais mettre au voix, mes chers collègues, qui est favorable, défavorable, l'abstention. Elle est ainsi adoptée et je vais demander à Gilles Benson de sortir de la salle et je vais donner la parole à Robert Cavana. Robert. C'est la suite de la délibération précédente. Il y a lieu de désigner un représentant au sein de la nouvelle structure et il nous est proposé la candidature de M. Gilles Benson et sa désignation pourra se faire en anglais si tout le monde l'a dit d'accord. Je vais sortir, je vais mettre au voix cette délibération qui est pour, contre, abstention, elle est adoptée et on va demander à M. Gilles Benson de réintégrer, il va prendre la parole. Voilà. Pour une logique, on est très bien. Monsieur le Président, mes chers collègues, je voulais aborder avec vous le contrat de baie de la radio de Toulon ici dans le jeu. Très simplement, le contrat de baie est né en 1984. Nous avions à l'époque fait un colloque à Saint-Mandrier. La radio de Toulon était malade et tous les médecins embauchés à son chevet, tous les spécialistes avaient dit
seule solution, c'est un contrat de B. Et donc, en 1995, nous avons décidé de mettre en place un contrat de B, et ce contrat est arrivé en 2002, et nous avons lancé ce tout premier contrat. Et c'était le 4e en France, d'ailleurs, il y en avait quelques-unes, les temps de Caux, la Rance et Brest. Et donc, nous avons fait ce contrat de 2002 à 2009. Ça a été un très grand succès, puisque je rappelle qu'en gros, c'est les volontariats, les maîtres d'ouvrage acceptent d'inscrire leurs actions dans le cadre de ce contrat. Et le constat, c'est que finalement, à la fin, même si on n'est pas arrivé à 100% de réalisation, on était aux alentours de 70%. Et sur les 112 millions d'euros, on avait, qui était en fait le total des actions, je crois qu'il y en avait 250 à l'époque, on avait quand même eu une belle réalisation et avec des enjeux majeurs. Tout ça gratuit d'action. Maintenant, à l'époque, il y avait 150. Et on a fait des opérations qui sont vraiment intéressantes, notamment on a sauvé la viticulture dans la baie de Lazare. Toutes les actions sur les stations d'épuration, en fait, sur l'assainissement, etc. Ce contrat de baie qui s'est arrêté en 2009 s'est poursuivi avec un deuxième contrat de la rade de Toulon de 2013 à 2018. Toulon et la baie des îles de Roque. Alors on est venu après, puisqu'on a fait un troisième contrat dans la rade de Toulon, c'est appelé le contrat métropolitain de 2020 à 2021. Et on a estimé que sur notre métropole, il y avait jusqu'à hier, et un bassin versant qui est d'ailleurs au-delà de hier, il était normal qu'on fasse un contrat de baie des Isidore avec une problématique tout à fait différente, mais néanmoins très intéressante, et c'est ainsi que nous avons fait un contrat de baie des Isidore 2016-2021. Aujourd'hui, ce qui nous est proposé, c'est de rassembler ces deux contrats et de n'en faire qu'un qui soit sur l'ensemble du territoire de la métropole, en débordant un petit peu au niveau de l'IR, puisque nous englobons les villes de la Londe et de Bord. Donc je rappelle quand même l'intérêt de ces contrats, c'est notamment d'avoir une traduction opérationnelle de l'objectif partagé. Quand on dit partagé, c'est-à-dire qu'on rassemble tous les acteurs qui sont soit dans une baie, soit aux Isidore, Marée nationale par exemple, les pêcheurs, les agriculteurs, les viticulteurs, les plaisanciers, etc. Tout le monde assis autour d'une table pour essayer de faire avancer des projets dont l'objectif c'est réduire les pollutions pour améliorer la qualité des eaux. Je rappelle que nous avons 55 plages dans notre métropole qui ont tous les critères pour avoir le permis au bout. Lorsqu'une plage est polluée, en 3 heures, on sait si effectivement elle est polluée ou si c'est dû à un phénomène naturel comme une décomposition des algues. Nous avons aussi une garantition de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau pour mieux s'adapter au changement climatique. Nous gérons durablement les milieux aquatiques continentaux en lien avec la prévention des risques et nous gérons durablement l'interface thermale des marins. Et là c'est important parce que tout ce qui arrive du bassin versant se déverse en mer. Et donc si on veut avoir les bonnes qualités des eaux, il faut aussi intervenir sur le bassin versant. Et nous avons 2 enjeux transversaux qui ont renforcé la prise en compte des enjeux d'eau dans les documents d'urbanisme et animer le contrat de baie, faire vivre le réseau d'accueil et promouvoir la démarche. Et là, c'est la métropole qui a cette mission. Donc nous sommes en train, vous l'avez eu, nous sommes en train de déposer notre contrat de baie pour qu'il passe au niveau du comité de bassin pour qu'on ait un agrément. En général, nous avons toujours un agrément. Nous sommes d'ailleurs félicités par toutes les actions que nous menons. Hier, j'ai intervenu dans un colloque sur les contrats de baie
baie, notre contrat de baie, a servi à la naissance de plusieurs contrats de baie, un à Tanger, par exemple, Marseille, Nice, Gênes. On a eu des contacts avec le Liban, avec le Vietnam, etc. Le contrat de baie est un véritable instrument pour permettre une gestion durable de la qualité des eaux dans une Europe. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de nous donner l'autorisation, Monsieur le Président, de présenter ce dossier de telle façon que nous ayons un nouvel agrément par le comité de la Seine. À cette occasion, je voudrais remercier les services de Christine Maurice, et notamment Jean Caraval et Magali Roux, qui ont fait un travail exemplaire depuis quelques mois, et toujours continue d'ailleurs, pour qu'on puisse présenter ce dossier, qui, je le rappelle, devra être voté par toutes les communes qui sont membres du comité de vie. Voilà. Ces 80 opérations qui sont décrites dans ce contrat pour un montant de 89,1 millions d'euros. Très bien, en sachant que nos partenaires, il y en a un des côtés, il y a le département, il y a la région, il y a l'agence de l'eau, qui sont réunis d'ailleurs dans un comité technique et financier. Et nous avons aussi un conseil scientifique qui est présidé par une personne qui a une bonne connaissance des contrats de baie et qui a autour de lui on va dire, des gens qui sont spécialisés dans certains domaines et qui touchent tous les actions de contrat de baie. Bien, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci pour cet exposé. 238 actions, toutes fort utiles, et c'est bien. Peut-être qu'une hiérarchisation des actions, c'est plus facile pour mettre en avant les priorités. Par exemple, quand on parle des bassins versants, les actions liées aux économies d'eau sont essentielles de nos jours. Il ne semble pas si nous avons assez d'eau tout l'été. Si le barrage de Carcès venait d'être à sec, pas sûr qu'il y ait assez d'eau du côté du canal de Provence pour nous apporter en secours. La sécheresse annoncée ne s'arrête pas au limite du Var. Économie de l'eau, désartificialisation des sols pour que les pluies aillent remplir le lac phréatique ou les jeter dans la mer. Une autre action me semble essentielle au niveau de la contrat de paix, c'est la réduction par la pollution par les navires. La pollution atmosphérique reste une des préoccupations environnementales les plus sensibles et les plus préjudiciables. Selon un rapport publié par l'OMS et l'OCDE en 2010, la pollution de l'air ambiant est toujours responsable d'environ 500 000 décès prématurés en Europe. Si on ramène ce chiffre à la population de la métropole, nous avons chaque année environ 500 personnes qui meurent à cause de la pollution atmosphérique. C'est la troisième cause de la mortalité. De nombreuses stratégies sont mises en œuvre pour lutter contre ce fléau. Le transport maritime échappe à beaucoup de contraintes comparées aux autres secteurs polluants. Les impacts sur la qualité de l'air sont pourtant très importants sur les villes portuaires. Oui, je sais, ça avance avec la réduction du taux d'oxyde de soufre et l'électrification des quais. Mais nous sommes loin du compte. À Marseille, quand ce caméra fait le son des bateaux neufs utilisant du GNL, gage d'absence de rejets toxiques. À Toulon, pourquoi restons silencieux quand la Corsica Ferry continue à acheter de vieux navires et à les hyponymer, leur credo étant uniquement le low cost? Pendant ce temps, nous appelons que la CCI se réjouit du nombre d'escales de navires de croisière en 2023. 36 au centre-ville de Toulon, 47 au vol d'armement à la Seine, dont 9 escales de plus de 4000 passagers. Un défilé de bus de croisière qui passe devant la mairie de la Seine pour aller en excursion à Saint-Tropez ou à Aix-en-Provence ne semble ni utile pour notre économie, ni une bonne amélioration de la qualité de l'air. Sans compter les 1200 rotations de ferries annuelles et leur flot de véhicules transportés de 650 000 par an, plus 30 000 camions. La synthèse de l'étude CKM montre bien l'importance de la géopolitique en profondeur. Monsieur le Président, je suis sûr que vous l'avez déjà lu. Je vais vous l'envoyer ce soir pour une nouvelle lecture attentive. Alors oui, je voterai ce contrat de baie car les actions proposées sont très bonnes. N'oubliez pas que c'est vous qui détenez entre vos mains la possibilité d'améliorer la santé des Toulonnais en agissant avec détermination sur la réglementation de l'escalade dans la rame. Je terminerai avec l'image qui est venue pour illustrer la politique actuelle autour des ferries et des navires dans la rame. Ça me fait penser à un fumeur
qui se réjouirait de passer d'un paquet par jour à 2 paquets par jour pour faire marcher l'économie de son urbanisme. On ne peut pas vous laisser dire que grâce à cause de la qualité de l'air sur les métropoles et les humeurs, ça personne. Je ne peux absolument pas vous laisser dire cela. Finalement, vous pouvez m'accuser que je suis responsable de la mort de cette personne, puisque je le suis. Il faut avoir des épaules solides, soit on a des responsabilités. Je voudrais vous dire que depuis 2018, sur la métropole, aucune station de mesure ne dépasse le moyen réglementaire d'oxyde d'azote. Toutes les stations de mesure montrent des diminutions importantes entre 2007 et 2022, allant de 36% à 73%. Voilà la réalité de l'air que nous respirons sur notre territoire. La diminution la plus manifeste porte sur le polluant, dioxyde de soufre SO2. C'est les rejets industriels, routiers, fumés, avec moins de 73%. Vous voyez qu'on a fait des progrès. La baisse de 54% de particules fines. Depuis 2009, on de Toulon, la 5e banque de ville de France, où la qualité de l'air s'est le plus améliorée. Je sais que c'est des chiffres qui vous contrarient. La réalité, elle est là. On ne meurt pas. L'amélioration ne me contrarie pas. Parce que si on meurt à Toulon, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Nous sommes la 5e ville, la qualité de l'air est la meilleure. La 9e ville, classement du point où on respire le mieux. Le 9e territoire. Il faut savoir que notre territoire se classe 9e et notre territoire est bien représenté avec la Seine à la 10e place et hier à la 14e place. Sur 200, 300, 400, 700, 600 villes françaises. On ne peut pas dire que chez nous, alors vous avez raison, la preuve c'est qu'on essaie de toujours trouver des solutions pour faire mieux. On ne se satisfait pas de ce qui se passe, mais arrêtons de dire que chez nous on meurt. Parce que la qualité de l'air est certainement meilleure chez nous qu'ailleurs. Les chiffres que je vous donne, vous pouvez les vérifier. Ce n'est pas moi qui les sors, ces chiffres. C'est des chiffres qui nous sont donnés par des marqueurs qui sont sur l'ensemble du territoire métropolitain. Voilà la réalité. Alors, nous avons voté d'ailleurs ce matin plusieurs actions pour encore améliorer la qualité de l'air. Ce qui vous gêne, c'est des bateaux qui arrivent sur la mer. Ces bateaux, écoutez, on les a aujourd'hui, ils doivent, on exige sur ces navires d'utiliser un carburant à 0,1% de soufre dès leur entrée dans la rade en 2020. Donc là aussi, on ne peut pas dire, lorsque on aura terminé les travaux d'électrification à quai, le bateau qui ne se mettra pas à quai, qui ne branchera pas son bateau à l'électrification, ne rentrera plus sur la rade. Voilà la réalité. On ne peut pas dire qu'on ne s'améliore pas, on ne peut pas dire qu'on n'a pas fait des efforts. La preuve, c'est les chiffres que je viens de vous citer, qui ne sont pas des chiffres invalidés. Je vous mets toutes les études qui me prouvent à votre disposition. Voilà. Donc, arrêtons de dire que chez nous, on meurt parce qu'il y a des bateaux qui fument. Vous savez, j'avais un autre débat durant ces dernières 48 heures. À l'aise. Je m'inquiétais. Je m'inquiète depuis des années et des années et des années. Pour quelle raison? À une école communale, maternelle, qui est construite au milieu de 3 axes routiers. 3 axes routiers. Passe 250 poids lourds et 13 000 voitures tous les jours, avec des pots d'échappement. Et les enfants qui sont de la maternelle. Et je dis, ma foi, nous disons depuis des années, il faut améliorer les choses. On ne peut pas rester comme ça.
on va faire des travaux dans une école, on va transférer les élèves de cet endroit très pollué, on va refaire une école complète et on va les localiser tous dans la même école. C'est une classe de maternelle. D'accord? Oh là là là, vous avez vu la montée au créneau? Oui, on s'est fait tuer. Qu'est-ce qu'on dit? Oh, moi je dis une chose, et je le dis solennellement ce matin, les parents d'élèves, vous en prenez la responsabilité, vous voulez rester là, ok, je ne vais rien vous imposer. Nous pensions effectivement que faire cette... Alors qu'est-ce que... Franco, il supprime une école, il supprime une classe, on supprime rien. Essayez de localiser les enfants ailleurs, sans supprimer de classe, sans rien supprimer. Et ça y est, vous avez vu, voilà, la ville de Toulon supprime les flux. Et non, voilà, vous savez, la pollution, c'est parfois irrationnel, tout ce qu'on peut lire, entendre, et donc c'est parfois difficile pour nous, parce que, alors, il n'y a pas que les bateaux qui polluent. Quand on essaie d'améliorer les choses, vous allez me dire, pourquoi depuis ben, oui, effectivement, parce qu'on fait 7 millions de travaux dans nos écoles par an, petit à petit, on refait, on réhabilite, on a réhabilité peut-être 80% des groupes scolaires. Là, on était arrivé à ce moment-là, nous avons dit, les collègues qui travaillent sur l'éducation et sur la vie à vivre, on peut essayer de localiser ces classes de maternelle, puisqu'il a, vous savez, qu'il y a un phénomène que nous ressentons dans toutes nos écoles, et c'est pas qu'à Toulon, il y a le Var, c'est en France, il y a de moins en moins d'enfants. Parce que il y a de plus en plus. On a de plus en plus d'habitants, mais il y a moins d'enfants de maternelle. Hier, la moyenne dans les familles, c'était 3 enfants. Aujourd'hui, quand on a un enfant et quand on a un V2, on est dans une bonne moyenne. Voilà, un bon enfant. Enfin, chacun fait comme il veut, mais on le ressent, nous, dans les écoles maternelles. Et donc là, nous avions, avec le fait qu'il restait plus que 5 classes en maternelle, on peut les relocaliser dans un endroit qui soit moins pollué. C'était pas supprimer des classes. Ben voilà, on va laisser. Alors, écoutez, oulala, oulala, oulala. Vous savez, dès qu'on touche ces problèmes-là, c'est très sensible et à de l'irrationalité. C'est un peu comme la culture, le jour où j'avais dit on m'avait présenté une exposition, je me souviens, j'étais président du département Jacouille à cette époque, et on m'avait fait une exposition où on avait pendu des chevaux. Bon, j'avais dit, écoutez, on faisait défiler les enfants. J'ai eu, je ne le fais plus. Je lui ai dit, écoutez, on aurait pu se passer de mener les enfants. Oh là là, je me suis fait démolir, mais nationalement, écoutez, il ne connaît rien en rien. Je me suis juré depuis, chaque fois que je passe devant une exposition, je dis, oh, mais c'est beau. Voilà. Donner son avis. Je vous assure. Et l'école, c'est aussi sensible. Alors moi, je vais faire, dans ma commune, ce que souhaitent les parents d'élèves. Basta. Voilà. Donc, voilà la raison pour laquelle c'est faux de dire qu'il meurt 500 personnes par an dû à la pollution des bateaux. Non, mais quand j'entends ça, je me dis, malheureusement, il meurt. Malheureusement, il meurt tout le monde. Mais de dire que c'est l'air que nous respirons qui est la cause, je ne peux pas vous le laisser dire, parce que la réalité est toute autre. Voilà. Ouais, on n'est pas les meilleurs encore. Quand on est 9e ou 5e, on peut faire mieux. Il y en a qui font mieux que nous. Mais quand même, on a amélioré les choses, et tous les classements que je vous donne le prouvent. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'étude qui va être lancée pour mettre des capteurs dans différents endroits. Il n'y a pas de pollution. Je vais en faire en mettre un au groupe scolaire. Sois étonnés. Voilà. Il y en a déjà beaucoup de capteurs, vous savez.
on est équilibré. Il y a un capteur à Villevieille, c'est le Carrefour qui est un capteur. Allez le contrôler. Vous verrez que on n'a pas mis des capteurs pour voir le boulot. On a mis des capteurs sur la salle du territoire. Si je vous ai parlé avec beaucoup plus de compétences que moi, c'est lui qui suit ça pour vous. Président, je suis désolé de parler après toi, mais je ne peux pas rester indifférent. Non, mais, à ce que vient de dire M. Leroy. Donc, pendant le temps, on s'est d'ailleurs fait attaquer pour notre unité de valorisation énergétique et un conseil je vous ai attaqué que pour ça. avait dit qu'à cause de l'usine, on allait provoquer des décès. Bon, en d'autres temps, je vous aurais traîné au tribunal, parce qu'il est totalement anormal d'entendre quelqu'un accuser en fait la métropole de provoquer 500 décès par an. Après tout ce qu'on fait, parce que si on ne faisait rien, monsieur le roi, je comprendrais. Hein, mais entre nous, on arrête à chaque conseil métropolitain, nous avons des délibérations qui concernent la protection de l'environnement en général. Donc là encore aujourd'hui, il y en a 3. Je sais bien, vous avez félicité pour ce que nous avions inscrit dans le cadre du contrat de baie, et vous venez rajouter une problématique qui n'a rien à voir avec le contrat de baie et qui a, je veux dire quelque part, qui est en relation avec le plan de protection de l'atmosphère dont nous parlerons lundi avec M. le préfet ici même. Donc, il faut raison garder. Admettez quand même que tout ce qui est fait aujourd'hui, le président vient de le dire, contribue à améliorer de jour en jour la qualité de l'air. Donc, dites-le franchement, si j'ai dit 500 sur la loi, faites-nous des propositions, parce que là, ce que vous avez dit, ce n'est que le reflet de ce que pensent certaines associations écologistes, qu'on connaît très bien, et qui de toute façon ne seront jamais contentes de ce qui se passe dans la métropole, qui voudraient bien prendre notre place, mais qui en sont totalement incapables. Donc faites-nous des propositions. Moi j'aurais aimé, en tant que représentant de l'écologie, on va dire, non punitive, parce que ce dont je parle, c'est de l'écologie punitive. Vous seriez venu en disant, voilà, dans le contrat de baie, j'aurais aimé qu'il y ait telle ou telle action. On vous aurait répondu tranquillement en disant, mais effectivement, on a discuté, on a fait un brainstorming avant de faire ce contrat-là, on a réuni tout le monde en disant quelles sont vos idées. Il y en avait tout autour de la salle, des papiers affichés sur les murs, où chacun a pu exprimer ce qu'il souhaitait qu'on fasse. Moi, j'aurais aimé ça, et de dire, d'abord, vous parlez de la qualité de l'air, alors que là, on est en train de parler de la qualité de l'eau, déjà. C'est comme l'histoire du travail, je suis étonné qu'on n'en ait pas parlé aujourd'hui. C'est exactement pareil. Les spécialistes du travail ne sont pas là. S'il vous plaît, monsieur le roi, arrêtez. Ce que nous faisons vraiment avec une intention, c'est que la population qui vit dans l'air toulonnaise ait une qualité de vie, qui soit une bonne qualité de vie, et si possible, supérieure ailleurs. Moi, je suis président d'une association d'élus, ni d'adhérents. Quand je discute avec mes collègues élus et qu'ils me donnent les résultats, ils viennent de citer le président, parce que de partout il y a des atmos sud-est, au Confort. Et quand il me dit, j'étais au Havre il y a 2 ans, par exemple, quand il me donne le résultat, et c'est ce qui nous a fait dire, nous on a pas de tramway, mais on n'est pas parmi les 10 villes les plus polluées qui ont encore. Voilà. Donc il faut raison garder. Faites-nous des propositions. Faites-nous. Je vous ai dit à plusieurs reprises, vous voulez en discuter, quand vous venez dans les services, on en discute. Je ne vous ai jamais vu. Ni vous, ni les autres. Je ne vous ai jamais vu. Vous n'avez jamais fait de proposition. Voilà. Donc le jour où vous en ferez, monsieur le roi, je dirais, enfin, ils ont compris que les choses ne pourront changer qu'en faisant des propositions et qu'en mettant des moyens pour que les projets que nous avons depuis des années pour améliorer la qualité de vie avancent. Je n'ai jamais dit que ça s'améliore. C'est le roi. Ce que dit Alfonso, avec
l'ensemble des capteurs qu'il y a sur le territoire métropolitain. Je rappelle que le territoire métropolitain, c'est 12 communes, 450 000 personnes. Anneau-Sud dit qu'il y a entre 10 et 500 personnes au bac qui meurent, comme il dit, qui sont encore exposées à la pollution de la métropole. 10 à 500 personnes exposées à la pollution de la métropole. Voilà ce qui est écrit à nos sud, pour vous faire vérifier. Transformer un État qui a 500 personnes qui meurent à cause de la fumée des bateaux sur la métropole. C'est pas raisonnable, voilà, c'est pas raisonnable. Vous savez, j'ai déjà une proposition, M. Gilles Vincent. C'est d'inciter les navires et les ferries en particulier d'utiliser le gaz naturel, de passer à des bateaux neufs au lieu de reprendre des vieux bateaux. On n'acceptera pas les vieux bateaux de la rade, on les accepte pas. Ils sont contrôlés. Tous les bateaux sont contrôlés. Oui. C'est pas nous qui faisons le contrôle. Sur l'eau, ça arrive. Sur l'eau, on a envie avec vous. Bien. Sur les bateaux qui ont été contrôlés dans la rade, aucun bateau n'a été pris un défaut sur le respect des normes environnementales. Voilà. Ouais. Et ouais, écoutez, c'est déjà pas mal. En sachant, M. Leroy, que les contrôles sont faits par l'État. Bien sûr, il parle en métropole. Alors, peut-être que l'État n'a pas les moyens de contrôler tout le bateau. Peut-être que de temps en temps, il y a certaines qui rejette, qui ne se mettent pas au fût à 0% de soufre. On le voit tout de suite, on a des fumées noires, etc. Mais c'est l'État qui en charge du contrôle. Nous, notre rôle, c'est de mettre les moyens en place pour que ces bateaux utilisent un gazole à faible taux de soufre, et quand ils arrivent, qu'ils sont raqués, qu'ils puissent se brancher de telle façon qu'ils n'éjectent pas leur cheminée du soufre. Ça, c'est notre rôle. Le contrôle, c'est l'État. Et je rappelle, le représentant de la métropole, il y a quelques années, alors qu'on est en bord et qui est ministre des Transports, je lui avais demandé, je n'étais pas le seul, il y avait un représentant de Nice et un représentant de Marseille, de déclarer une zone égale dans toute la Méditerranée. Et nous, la zone égale, on l'a créée chez nous. On l'a créée. Et puis, il faut savoir que, quand même, on parle toujours des croisières, des fumées, des navires, au plus fort de navire. Chers collègues, c'est 35 millions d'euros de retombées économiques. Les croisiéristes, les seuls croisiéristes, pas tout le reste. Donc, voilà. Voilà la réalité des choses. Je veux bien. Allez, je vais mettre, s'il y a plus d'intervention, qui, général, pardon, allez-y. Et promis, je ne succomberai pas à la tentation de Gilles Vincent qui parlait du tramway. Je vais résister à cette tentation. Non, sur ce contrat de V, je crois que ce qui est à saluer, c'est la partie dialogue. J'entendais le président de la métropole, mais aussi le maire de la ville, parler du sujet d'une école. C'est peut-être là la question du dialogue ou de la concertation préalable qui n'a peut-être pas eu lieu. Je ne connais pas particulièrement le dossier, hormis ce que j'ai lu dans la presse, mais avec le contrat de V, ce qui est incroyable, c'est cette capacité de dialogue. Alors oui, par l'intermédiaire des services de la métropole, mais aussi par l'antériorité de tout ça. Et vous l'avez dit, on va fêter, entre guillemets, presque les 30 ans des contrats de V sur notre territoire. Ça fait depuis quasiment 3 décennies qu'il y a cette capacité de dialogue et qui regroupe, chose qui est assez rare, les associations, alors souvent très urticantes, parce que participant aux choses de manière bénévole et donc très passionnée. Donc c'est parfois difficile d'appréhender cela. Je crois qu'avec le contrat de B, c'est remarquable ce qu'il fait. Et en tout cas, je ne connais pas une seule association qui se soit plaint à la fois des échanges pour la construction de ces contrats de B et à la fois des partenariats pour le suivi de ce contrat. Il y a aussi les syndicats et les regroupements professionnels
Parce que l'objectif est clair, c'est d'avoir, par intermédiaire des contrats de paix, cette capacité à la fois protéger la biodiversité, mais aider, je dirais presque favoriser le développement industriel et économique. Le maintien, mais parfois le favoriser. Et c'est plutôt quelque chose d'intéressant, parce qu'on le sait, le développement économique de notre territoire, il va passer par la mer, et donc il va falloir développer la requalification, par exemple, de tous les anciens sites de la marine par des sites de réparation, d'entretien dans le nautisme est une bonne chose. Et donc ce dialogue et cette concertation, mais aussi avec les institutions, ça c'est plus habituel, la marine nationale, les collectivités locales ou l'État. Simplement, si les actions de préservation de la faune et de la flore sont assez simples à appréhender dans ce contrat, toute la partie réhabilitation de la frange littorale, le maintien, nous disions, des activités industrielles, portuaires, dans le respect de l'environnement, toujours dans ce travail de concertation et de développement des activités liées à la mer, il y a peut-être une chose à améliorer qui sont les outils de suivi et de gestion. Et là, c'est vrai qu'il y a peut-être dans la présentation des choses une amélioration à apporter. Alors, je ne sais pas s'il existe, s'il serait simple de trouver un outil informatique, parce que c'est comme ça que ça se passe, qui permettrait cette présentation et ce suivi amélioré de concertation avec des opérateurs qui ne sont pas que ceux de la métropole, mais je crois que cet esprit de dialogue et de concertation est bien fait la spécificité qu'on appelle. Donc j'apprends aujourd'hui qu'ils ont fait des élus, et donc après tout, pourquoi pas, si on peut montrer, pour une fois en matière de concertation, cet exemple-là qui fait a priori office comment on pourrait dire, de précurseur. Voilà, je vous remercie. Sur le contrat donné, nous sommes 40 mètres d'ouvrage, croyez-moi, il y a le mot à l'échappée. C'est un problème. Il y a un problème. Sur les écoles, je ne peux pas vous laisser dire. Si vous ne voulez pas nous voir, il ne faut pas participer aux élections. Oui, mais attendez, sur les écoles, je ne peux pas vous laisser dire que vous avez Madame Massy, le dialogue de Pâques avec les parents d'élèves, avec les enseignants. Ils sont présents. Chaque conseiller d'école, chaque fois qu'il le faut. Donc, voilà. Parfois, c'est difficile de dialoguer, mais je ne veux pas intervenir. Moi, je vous l'ai dit, le forêt, c'est les parents d'élèves, pas de problème. Et tout là, ils sont revenus. Il y a possibilité de. Qu'on dise une bonne proportion de la raison, la position. Ça n'a jamais été dit. Nous, on l'a dit, ça n'a jamais été écrit. Voilà. Allez. Président, simplement pour répondre à M. Navarade, il existe deux tableaux de bord. Un tableau de bord d'avancement, planning, un tableau de bord, c'est le même financier. Et puis surtout, il existe un tableau de bord environnemental. C'est en fait une flèche. Et pour chaque action, il va passer une rouge. Et quand on aura obtenu l'objectif qu'on désirait, ça permet d'avoir une visualisation rapide de l'avancement d'un point de vue environnemental. C'est dans le contrat. Merci, Président. Allez, on le vote. Qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient, c'est adopté. Et je vous en remercie. Jacques-Pierre Girard. La 36, on va bien. Il y a 35. Allez, la 35, excusez-moi. Excusez-moi. Avec mes gros doigts, voilà, ça y est, vous avez raison. Gilles, tu poursuis. Très rapidement, on a décidé ici de mettre en place une redevance spéciale, puisque nous sommes compétents pour la collecte de traitement des ordures ménagères, mais nous avons la possibilité de mettre en place une redevance spéciale pour tout ce qui est déchets assimilables aux ordures ménagères qui sont produits par des professionnels. Donc nous l'avons voté, il y a un tarif, et en fait c'est relativement simple. Tout le monde paye une taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, et pour les
professionnels, il y a un litrage maximum qui est 1300 litres par semaine. Et au-delà de ces 1300 litres, ils doivent acquitter une redevance spéciale. Nous avons été ici. Et dans cette redevance spéciale, nous diminuerons le montant de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est de mettre un annexe qui va permettre à ceux qui sont redevables de cette redevance de calculer leur redevance en fonction de leur litrage. Et donc, c'est tout simplement des tableaux qui sont rajoutés à la fin avec, on dit par exemple à quelqu'un qui a un conteneur de 320 litres, si ce conteneur est relevé 4 fois par semaine, eh bien, ça fait 1280 litres. Simplement pour expliquer, ça lui permet de calculer sa redevance. Eh bien, allez, qui est favorable? Défavorable, abstention, c'est adopté, c'est de quoi c'est très proche. À 36. Monsieur le Président, il s'agit du bilan de la conservation publique relative à la déclaration de projet dans mise en collectivité du plan local d'urbanisme pour le projet de la bastinette à la mer. Et donc on tient les conclusions du bilan de conservation. C'est purement formel. Défavorable, abstention, il est adopté et je vous remercie. La 37. C'est les modalités de mise à disposition du dossier au public pour la modification simplifiée numéro 8 du PLU du Toulon. Il y a des créations et des suppressions d'emplacements réservés, quelques ajustements, l'intégration de déclaration de projet pour la réhabilitation et l'extension du plein de justice, la création d'une cité judiciaire, et donc il s'agirait de définir les modalités de cette mise à disposition du dossier au public. Qui est favorable, défavorable, abstention, c'est adopté, je vous remercie. La délibération suivante, c'est la justification d'une absence d'évaluation environnementale relative à la modification simplifiée numérique du PLU. C'est une bonne nouvelle. La commune l'a demandé, la métropole l'a demandé, et la commission régionale d'enquête environnementale l'a accordé. Parfois, ça fait gagner beaucoup de temps qu'on puisse être dispensé quand ça n'est pas justifié de cette évaluation. Qui est favorable. Défavorable, abstention, c'est adopté. Le PLU de la ville de Seine-sur-Mer, quand c'est la définition d'un périmètre autour du fond d'Arroyo, ce qui peut se comprendre, délimiter des abords. Le fond d'Arroyo est constitué à l'intérieur de la VAP, qui vaut SPL, puisque je pense que l'année prochaine, on a encore une appellation nouvelle. Donc c'est ce périmètre qui est ici défini. Qui est favorable, mes chers collègues. Défavorable, abstention, c'est adopté. Jean-Pierre, 40. L'île de Hier, c'est le classement dans le domaine public d'une petite parcelle, c'est au Salin, le long de l'immeuble qui vient d'être créé. On a fait un chemin piétonnier, c'est donc une parcelle qui appartenait au jeu Camille Navarrois. Il y a un petit échange pour quelques mètres carrés, 50 mètres carrés, pour assurer la continuité. Qui est favorable, mes chers collègues. Défavorable, c'est adopté. La 41. C'est le même esprit, il s'agit aux abords du skatepark de Hier de réaliser des travaux d'aménagement sur le parking, et donc il y a des parcelles qui conviennent d'être placées dans le domaine public métropolitain. Qui est favorable, défavorable, c'est adopté. Je vous remercie. La 42 Gilles, je vous prends la parole. Si vous posez Marie-Laure, on va pouvoir, on va pas refaire le débat. J'ai peur pour lui, président, certains s'y préparent. Donc il s'agit de la convention de financement des études de niveau. Alors, avant le projet phase 2 de la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur. Donc il s'agit d'approuver une convention qui définit les engagements réciproques des parties en ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement des études que je viens de citer. Les signataires de cette convention, vous les avez, la FIP, l'État, la région, les départements, les métropoles, les communautés d'agglomération
et la SNCF Réseau et SNCF Gare et Connexion. Cette convention précise notamment le programme de l'opération, l'assiette de financement et le financement des études. Elle vise à couvrir l'intégralité des besoins relatifs à la réalisation des études de niveau avant-projet de la phase 2, du projet des phases 1 et 2 de la ligne nouvelle de Provence-Côte-d'Azur. Donc il est proposé d'approuver un fonds de concours de 1 346 162,72 € qui correspond à 1,3384% du montant des études à engager, lesquelles études sont estimées à 100 580 000 €. Voilà, et donc 948 000 et des poussières sont attribuées au périmètre SNCF Réseau et 397 000 et des poussières attribuées au périmètre SNCF Gare et Connexion. Voilà, Monsieur le Président, je pense que le détail, on l'a déjà donné. Mais si ça peut nous permettre d'avancer. Améliorer les infrastructures ferroviaires est indispensable et nécessaire pour cette amélioration. Il faut penser aux usagers et ceux dès maintenant sans attendre la réalisation de ces infrastructures. Et en retenant ce que vous avez dit tout à l'heure, je vais un peu changer la manière de présenter ce que je dis et je vais vous proposer des améliorations pour améliorer la circulation des usagers. Je vais prendre par exemple la halte ferroviaire de Saint-Louis. Elle est pensée pour l'hôpital, mais il faudrait faire une passerelle piétons et cyclistes pour que les gens qui habitent au sud-ouest de la ligne puissent y accéder. Pour l'instant, ils n'ont aucun accès à cette halte ferroviaire et c'est dommage. Je vais demander pour la ville de Hyères, c'est la liaison entre la presqu'île de Gien et la gare de Hyères qui sera faite en correspondance avec les trains, parce que pour l'instant, il n'y a pas de relation entre les horaires de bus et les horaires de train, et c'est dommage pour les gens qui veulent partir de Gien et aller travailler en prenant le train. Je vais demander au niveau de Sifour, qu'est-ce qu'il y a comme relation de bus entre Sifour et la gare de Bourg-Saint-Marie, qui est la gare la plus proche. Il n'y a pas de relation en bus. Et dernière chose, alors quelque chose qui sort de TPM, mais on voit bien dans le contrat de paix, on va plus loin de TPM, et là on a un problème avec les habitants de Saint-Marie en particulier, ou Candolle, qui n'ont pas de bus régulier à cause du changement de métropole. Et c'est quand même dommage pour ces habitants d'être pénalisés par une barrière qui n'est que administrative. Merci à vous, les usagers du transport en commun. Moi, je voudrais revenir pour la partie plus honnête, la passerelle de Sainte-Rose. Vous savez la raison pour laquelle on ne la fait pas? Parce qu'elle est comptable à la faire. On a des moyens, ils vont la faire, et donc on attend qu'ils la fassent, mais c'est programmé. Donc, voilà. C'est quand même mieux que ce soit Escota qui la fasse, plutôt que ce soit les contribuables métropolitains qui la fassent. Voilà. Je crois qu'ils font des bons bénéfices, non, Escota? Bon, voilà. Vous voyez qu'on y avait pas essayé. Allez. Puis-je intervenir, Président? Pardon? Puis-je intervenir? Mais bien sûr, on avait permis. Pour répondre à monsieur, il se trouve qu'actuellement, il y a des discussions en cours entre le maire de Sifour et le maire de Sanary. Ils se sont mis d'accord pour que le bus puisse aller jusqu'à la gare. Avec, je crois, il y aura 4 arrêts. Voilà, donc ça existe et ils sont mis d'accord. Voilà, c'est bien. Oui, parce que vous avez des réponses. Je n'ai jamais dit que ça progressait, j'essaie juste de vous pousser pour que ça avance plus. Bien sûr. Ne nous poussez pas trop fort parce qu'après on donne. C'est pas forcément. C'est pas trop fort. C'est fragile, vous savez. Très fragile. Bien. Allez, je peux mettre au voie ce dossier qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient, c'est ajouté. Merci. Allez, alors là, pour le dossier suivant, je vais demander à Mme Niki, Jean-Louis Masson, Kylian Bertini, M. Benedetti, M. Rousse, Francis, Laurent Jérôme et Pierre Bonnefoy de sortir de la salle. Ils sont là. Je vais donner la parole à H. Mousseau. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, il s'agit de la convention tripartite entre la métropole DPF, le Conseil départemental du Var et la
février. En fait, c'est pour transporter, pour avoir un financement pour la tarification sociale en faveur des bénéficiaires du RSA. La convention s'est arrêtée au 31 janvier. Notre contrat de délégation de service public a été prolongé jusqu'au 30 avril. Donc il s'agit de faire une convention du 1er février au 30 avril 2023. Allez, ça y est, tout le monde est sorti, je peux le mettre au voix, qui est favorable, défavorable, abstention, c'est adopté. Alors, il est demandé à Laurent Jérôme et Pierre Bonnefoy de réintégrer leur place. Par contre, M. Bénéventier-Bernier ou le président Masson et Mme Niquet restent à l'extérieur. Vous pouvez rester à l'extérieur, les députés gauchers départementaux. Allez, Age, à toi. C'est l'avenant numéro 3, une convention avec le financement du département dans les limites du périmètre du transport unitaire, projet pour l'organisation des transports scolaires. Maintenant, c'est la compétence a été transférée à la région. Notre convention prévoyait une révision, une actualisation annuelle. La compétence transférée à la région, la loi l'interdit. Donc, il faut prolonger cette disposition de révision. Son montant à 400 498,47 €. Qui est favorable, chers collègues? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Est adopté. Alors, je vais demander au conseil départemental au président de réintégrer leur place et je demande à Laurent Jérôme et à Pierre Bonnefoy de rester en dehors de la salle ou de sortir de la salle. Je passe la parole à Jules. Oui, il s'agit de la convention tripartite entre le ministère des Armées et la métropole. Tout au cours de l'année dernière, le délégataire en charge de l'exploitation du réseau municipal relatif au transport du personnel des armées entre la ville de Toulon et la presqu'île de Saint-Mandrier pour la période de la nouvelle période du 1er mai 2023 au 31 janvier 2024. Laurent, tu restes dehors. Allez. Je mets au voie cette délibération qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient. Elle est adoptée, tout le monde pourra entrer, puisque l'ordre du jour est diffusé et je déclare au feu du Conseil des propriétaires. Merci.